La police du comté de Lancaster a commencé les recherches de la famille Crowe suite à l'appel d'une voisine. Celle-ci a signalé qu'elle n'avait pas vu Matthew, Elizabeth et Sarah depuis plusieurs jours. Dans un premier temps, les policiers ont supposé que la famille avait pu partir quelque part pour une courte période et ont donc décidé d'inspecter la maison. Lors de la première inspection extérieure, tout semblait normal. Les portes et les fenêtres étaient fermées, les voitures se trouvaient dans le garage. À l'intérieur non plus, rien n'a éveillé de soupçons particuliers. La seule chose que les agents ont remarquée était une tarte entamée sur la table de la cuisine, qui avait eu le temps de sécher et de se craqueler. Il n'y avait aucun signe de lutte ou d'effraction. La police a donc commencé les recherches dans les environs. Après 2 semaines de vérifications infructueuses dans les forêts, sur les routes et dans les lieux abandonnés, il est devenu clair que la famille n'était pas simplement partie quelque part. La situation a changé lorsque, le 30 juillet 2023, la police a reçu un deuxième appel, cette fois du directeur de l'entreprise Lancaster Electric Solutions où travaillait Matthew Crowe. Il a signalé que Matthew ne s'était pas présenté au travail depuis plus de 2 semaines et ne donnait plus de nouvelles, ce qui était tout à fait inhabituel pour lui. C'est après cet appel que la police est retournée à la maison et a, cette fois, procédé à une inspection plus détaillée. L'attention des inspecteurs a été attirée par une section suspecte du sol en béton dans la cave, trop lisse et soigneusement recouverte de poussière, comme si elle avait été récemment réparée. Le sol a été examiné à l'aide d'un géoradar, un appareil spécial qui, grâce à des ondes radio, permet de détecter des changements dans la structure du sol et des cavités cachées. Le géoradar a immédiatement montré une anomalie claire. Sous une couche de béton relativement mince, l'appareil a détecté une rupture d'homogénéité, caractéristique d'un coulage récent et de la présence d'objets étrangers. Sous le béton se trouvaient les restes des 3 membres de la famille Crowe. La police a alors compris qu'elle n'était pas confrontée à une simple disparition, mais à un crime méticuleusement camouflé. À ce moment-là, personne ne savait que la solution se trouvait tout près, littéralement derrière le mur de la maison voisine. Jusqu'en juillet 2023, la vie de la famille Crowe ne différait en rien de celle des autres familles de Lancaster. Une banlieue tranquille, une maison confortable et les occupations quotidiennes habituelles. Les voisins se connaissaient bien, mais rien n'attirait particulièrement l'attention. Matthew Crowe, 36 ans, travaillait comme électricien chez Lancaster Electric Solutions. Ses collègues le considéraient comme un homme responsable et calme, qui n'avait aucun conflit au travail. Après sa journée, il rentrait directement chez lui et communiquait rarement avec quiconque en dehors de sa famille. Elizabeth Crowe, son épouse de 34 ans, enseignait l'anglais à Lincoln Middle School. Élèves et collègues parlaient d'elle avec chaleur, la considérant comme une pédagogue attentionnée. La famille avait déménagé à Lancaster au printemps 2022, pensant que cet endroit paisible serait plus confortable pour élever leur fille, Sarah. Chaque matin, Elizabeth conduisait Sarah à l'école, puis se rendait à son travail. Les soirées, la famille les passait généralement à la maison, sans événement particulier ni invité. Cependant, vers mai 2023, des incidents mineurs mais étranges ont commencé à se produire dans la maison. Plus tard, lors d'un entretien avec la police, une amie proche d'Elizabeth a raconté que celle-ci avait commencé à se plaindre de la disparition d'objets personnels. D'abord, une boucle dorée de sa paire préférée a disparu. Puis, Elizabeth n'a pas pu retrouver le rouge à lèvres qu'elle utilisait quotidiennement. Elle a également mentionné la disparition d'une photo de sa fille qui était sur le réfrigérateur. Au début, Elizabeth mettait cela sur le compte de sa propre distraction. Mais en juin, un incident plus troublant s'est produit. La caméra du babyphone vidéo a disparu de la chambre de Sarah. Elizabeth a vérifié la chambre et la maison à plusieurs reprises, mais n'a jamais retrouvé la caméra. Cela l'a inquiétée, bien que la famille ait continué à essayer de ne pas exagérer la gravité de la situation, se disant que la caméra avait pu finir accidentellement à la poubelle. À l'époque, personne ne pensait que ces disparitions n'étaient pas le fruit du hasard, mais qu'elles étaient soigneusement planifiées.
Plus tard, tous ces objets seront retrouvés dans la maison d'une personne en qui la famille avait confiance. Mais à ce moment-là, personne ne se doutait que la vie paisible de la famille Crowe était depuis longtemps l'objet d'une attention soutenue. Le 30 juillet 2023, la police du comté de Lancaster a officiellement ouvert une enquête sur la disparition de la famille Crowe. À ce moment-là, plus de 2 semaines s'étaient écoulées depuis le premier appel de la voisine, qui avait signalé ne pas avoir vu Matthew, Elizabeth et Sarah depuis longtemps. Alors, immédiatement après l'appel, les policiers s'étaient rendus à la maison de la famille, avaient effectué une brève inspection, mais n'avaient rien trouvé qui puisse indiquer un crime ou une situation d'urgence. La maison était verrouillée, les fenêtres et les portes fermées, les voitures dans le garage. Tout semblait indiquer que les habitants avaient pu partir temporairement sans prévenir les voisins. Cependant, le temps passait et il n'y avait toujours aucune nouvelle de la famille Crowe. La police s'est passée à des recherches plus actives. Les enquêteurs ont vérifié les routes avoisinantes, les zones boisées, les hôtels. Des dizaines d'heures d'enregistrement vidéo des caméras de surveillance situées sur les routes principales et les sorties de Lancaster ont été examinées, mais aucune trace des voitures ou des membres de la famille n'a été trouvée. Les téléphones des 3 personnes étaient éteints, leurs comptes bancaires n'étaient pas utilisés. Plus la police cherchait, plus les questions se multipliaient. La famille avait disparu sans laisser de traces, comme si elle n'avait jamais existé. Pendant ce temps, l'inquiétude ne gagnait pas seulement les voisins. L'amie d'Elizabeth, Laura, s'inquiétait de plus en plus de son absence. Elizabeth ne répondait ni aux appels ni aux messages, alors qu'elle était auparavant toujours joignable. Laura travaillait avec Elizabeth à la Lincoln Middle School et elle a rapidement contacté l'administration de l'école pour faire part de son anxiété. On lui a confirmé qu'Elizabeth s'était présentée pour la dernière fois à son poste le 14 juillet, après quoi elle avait cessé de donner des nouvelles et n'avait pas prévenu de son absence. C'était absolument inhabituel pour Elizabeth et l'administration s'est également inquiétée. Le 30 juillet 2023, la police a reçu un autre appel qui est devenu le facteur décisif pour le lancement d'une enquête officielle. Le directeur de l'entreprise Lancaster Electric Solutions, où travaillait Matthew, a signalé que celui-ci ne se présentait pas non plus au travail depuis la mi-juillet. Matthew avait toujours été un employé responsable qui prévenait à l'avance de tout changement dans son emploi du temps. Une absence aussi soudaine et inexpliquée a alarmé la direction. La police disposait désormais de 2 confirmations indépendantes et sérieuses que les 2 conjoints avaient disparu simultanément sans préavis. Ayant reçu ces informations, la police est retournée à la maison de la famille Crowe pour une seconde inspection, cette fois détaillée. La maison semblait encore plus abandonnée qu'auparavant. La boîte aux lettres débordait de courriers et des journaux et des prospectus publicitaires que personne n'avait ramassés depuis longtemps s'accumulaient devant la porte d'entrée. Les agents ont de nouveau tenté de contacter les habitants, ont vérifié les fenêtres et fait le tour de la propriété, mais n'ont toujours trouvé aucun signe extérieur d'intrusion ou quoi que ce soit de suspect. Les voisins ont confirmé que depuis la première visite de la police, aucun membre de la famille n'était apparu, la maison était restée silencieuse et vide. Les enquêteurs ont de nouveau contacté les proches de la famille Crowe, essayant de savoir si Matthew et Elizabeth auraient pu partir quelque part sans prévenir. Mais les proches étaient également surpris et inquiets. L'absence d'activité sur les comptes bancaires et les téléphones au cours des 2 dernières semaines n'a fait que renforcer les soupçons de la police selon lesquels la famille pourrait être en grave danger. Après avoir évalué toutes les informations recueillies, les appels des voisins, des collègues de l'école d'Elizabeth et de l'employeur de Matthew, l'absence de la famille sur les caméras de surveillance et le silence absolu de la part des proches, la police a demandé un mandat judiciaire pour une entrée forcée dans la maison et une inspection complète de la scène de crime. Le tribunal a accédé à cette demande sans délai, comprenant la gravité de la situation. Lorsque les agents sont officiellement entrés dans la maison, ils étaient préparés à faire face à une scène désagréable. Cependant, ce qu'ils ont découvert quelques minutes plus tard a complètement changé leur perception de la nature de cette affaire.
Lorsque les enquêteurs du comté de Lancaster sont descendus pour la deuxième fois dans la cave de la maison de la famille Crowe, ils savaient déjà que l'affaire avait pris une tournure sérieuse. Lors de la première inspection superficielle, la cave n'avait éveillé aucun soupçon. Une pièce ordinaire, avec des bocaux de conserve, des outils et des objets ménagers recouverts d'une fine couche de poussière. Rien d'inhabituel n'était visible sur le sol en béton. Aucune trace de réparation, de dommage ou de désordre. Avant de commencer l'inspection de la cave, l'équipe d'enquêteurs a minutieusement examiné les pièces du haut. Les pièces du rez-de-chaussée et du premier étage semblaient intactes. Les chambres étaient en ordre, les effets personnels à leur place. Aucun signe de lutte ou d'intrusion n'a été découvert. Ce n'est qu'après s'être assuré que rien d'inhabituel ne se trouvait aux étages supérieurs qu'ils sont descendus dans la cave, décidant de l'examiner plus en détail. Cependant, dans de telles enquêtes, une inspection scientifique approfondie est toujours menée. C'est pourquoi des spécialistes de la police scientifique ont été appelés pour déceler les détails invisibles à l'œil nu. Les agents de la police scientifique ont commencé par une vérification générale de la cave à l'aide d'un géoradar, un équipement spécialisé de sondage souterrain capable de détecter des cavités, des changements de densité du sol et des objets étrangers sous divers revêtements. Au départ, l'appareil montrait une structure uniforme de la base en béton sur toute la surface de la cave. Mais dès que le technicien a dirigé le géoradar vers le coin le plus éloigné de la pièce, l'écran de l'appareil a instantanément enregistré un détail inhabituel, une anomalie clairement définie dans la structure du sol. Le radiogramme a montré qu'une section du sol dans le coin de la cave avait une densité et une épaisseur complètement différentes du reste. De plus, le géoradar a détecté la présence de cavités et d'objets étrangers sous une couche de béton relativement mince. Il n'y avait aucune raison objective à une telle structure. Il ne s'agissait ni de tuyaux, ni de canalisation, ni de piliers de fondation. Cette découverte est immédiatement devenue le détail clé qui a attiré l'attention de tous les enquêteurs. Après la détection de l'anomalie au géoradar, les experts ont commencé à examiner attentivement la section suspecte visuellement. Et maintenant, sachant l'existence de cette différence structurelle, ils ont vu ce qui n'avait pas attiré leur attention auparavant. La surface du béton dans le coin semblait artificiellement vieillie. Il était évident que quelqu'un avait soigneusement et professionnellement camouflé un coulage de béton récent en utilisant de la poussière, de la saleté et de la peinture. Même pour des enquêteurs expérimentés, cela semblait assez convaincant, mais pas après les indications du géoradar. Il était désormais évident que quelque chose, directement lié à la disparition de la famille Crowe, se cachait sous cette couche de béton artificiellement vieillie. Le chef de l'équipe a immédiatement ordonné de fracturer cette section du sol. Pour respecter la procédure, des renforts de la police scientifique et des experts médico-légaux ont été appelés sur les lieux. Chaque étape des travaux était enregistrée en vidéo et en photo. Dès les premières tentatives pour briser la couche de béton, une odeur spécifique s'est répandue dans la cave, indiquant clairement aux enquêteurs que leurs soupçons étaient fondés. Les travaux ont été temporairement interrompus, la pièce a été isolée et des mesures supplémentaires ont été prises pour mener une enquête scientifique complète. À ce moment-là, il est devenu clair que la maison des Crowe n'était plus le lieu d'une simple disparition. La cave est devenue le centre de l'enquête et la fracturation de la section du sol son étape cruciale. Ce qui se cachait derrière le béton artificiellement vieilli a complètement changé la nature et l'ampleur de l'affaire. Pendant que les experts de la police scientifique dans la cave continuaient de briser avec précaution la section suspecte de béton, l'équipe d'enquêteurs a commencé à interroger les voisins. C'est une pratique standard, découvrir ce qui s'est passé autour de la maison peu de temps avant la disparition de la famille. Dans de telles situations, les petits détails et les observations fortuites deviennent souvent des éléments clés. Les voisins ont tous parlé positivement de la famille Crowe. Personne ne s'est souvenu d'un seul conflit les impliquant ou de problèmes sérieux.
Matthew et Elizabeth étaient décrits comme des personnes affables et amicales qui s'entendaient facilement avec leur entourage. À première vue, rien dans leur vie ne laissait présager une menace ou un conflit possible. L'un des premiers interrogés fut Donald Hale, le voisin de la maison numéro 114. Hale ne se distinguait en rien des autres habitants de la rue. Il avait 43 ans, vivait seul, parlait calmement et poliment. Les voisins le décrivaient comme un homme réservé, mais absolument inoffensif, toujours prêt à aider pour des questions pratiques. Comparé aux autres personnes interrogées, il semblait être un témoin tout à fait ordinaire et peu remarquable. Lors de sa conversation avec les policiers, Donald a raconté calmement que peu de temps avant la disparition de la famille, il avait vu par hasard Matthew en pleine conversation tendue avec un collègue de travail. Il n'avait pas entendu les détails de la conversation, mais a noté qu'il y avait manifestement une sorte de malentendu ou de conflit entre les deux hommes. Hull ne s'est pas empressé de tirer des conclusions et a souligné qu'il lui avait seulement semblé que la conversation portait sur des questions financières. Il n'a fourni aucun détail superflu, ni aucune supposition, seulement une observation brève et mesurée. Pour les enquêteurs, c'était la première piste concrète à vérifier. L'information a été immédiatement transmise à une autre équipe opérationnelle qui a commencé à faire des recherches préliminaires sur l'identité du collègue de Matthew, un certain Mark. Bien sûr, à ce stade, personne n'a déclaré Mark suspect. C'était une procédure standard. Recueillir des données pour vérifier ultérieurement son alibi possible et ses relations avec la personne disparue. Parallèlement, les travaux dans la cave approchaient de leur moment décisif. La fracturation du revêtement en béton exigeait l'attention de toute l'équipe principale de la police scientifique. Avant que les travaux dans la cave ne soient terminés et que les experts ne tirent leurs conclusions, les enquêteurs ne pouvaient prendre aucune mesure radicale. Ils continuaient d'interroger systématiquement les autres voisins, reconstituant ainsi une image globale des derniers jours de la famille Crowe. Pendant ce temps, Donald Hale restait tranquillement près de sa maison. Il discutait de temps en temps avec les voisins, observant le travail de la police sans nervosité ni curiosité excessive. Son comportement semblait naturel et ne suscitait aucune suspicion. Lorsque les experts dans la cave ont finalement entièrement brisé le béton, leur découverte a changé tout le cours de l'enquête. Sous la couche de béton artificiellement vieillie, on a découvert les restes de 3 personnes qui ont été rapidement identifiées de manière préliminaire comme étant Matthew, Elizabeth et Sarah Crowe. À partir de ce moment, il est devenu clair que la disparition de la famille ne pouvait plus être considérée comme un simple incident. Les événements ont pris une toute autre ampleur et la version basée sur les paroles de Hale est temporairement passée au second plan. Mais peu de temps après, le voisin tranquille de la maison numéro 114 s'est de nouveau retrouvé au centre de l'attention de l'enquête, cette fois pour une raison bien différente. Pendant que les enquêteurs continuaient de vérifier Mark, le collègue de Matthew, ils ont perdu de vue une question logistique importante. Personne, dans les premiers jours, ne s'est demandé comment le suspect aurait pu livrer une si grande quantité de ciment dans la cave de la maison des Crowe sans se faire remarquer. Les experts de la police scientifique ont immédiatement noté que le béton dans la cave avait été coulé récemment, mais il était impossible de déterminer la date exacte du coulage sur place. Des analyses en laboratoire étaient nécessaires pour établir quand les travaux avaient eu lieu. En attendant les résultats, l'attention de l'enquête restait concentrée sur le conflit entre Mark et Matthew. Pendant ce temps, une autre équipe opérationnelle a commencé à examiner les enregistrements des caméras de vidéosurveillance situées près des maisons de la famille Crowe et de leurs voisins. Au cours de cet examen, l'attention des policiers a été attirée par des images filmées dans la nuit du 16 au 17 juillet. La caméra de la maison numéro 109, située juste en face, a clairement enregistré une activité inhabituelle près du garage de Donald Hale. À 2h17 du matin, la porte du garage de Hale s'est ouverte. Sur l'enregistrement, Donald est apparu, poussant lentement une brouette de construction lourdement chargée. Il s'est dirigé vers une ruelle étroite entre sa maison et celle des Crowe,
puis est revenu quelques minutes plus tard avec une brouette vide. Ces allers-retours se sont répétés plusieurs fois au cours de la nuit, le tout se déroulant calmement et méthodiquement, sans aucun signe de nervosité. Cependant, dans les premiers jours de l'enquête, ces images n'ont suscité aucune suspicion. Donald Hale avait déjà donné à la police une explication simple et, à l'époque, convaincante. Il aidait Matthew à couler une allée de jardin et ils avaient choisi de travailler la nuit en raison de la forte chaleur de juillet, pour éviter que le ciment ne sèche trop vite. Pour appuyer ses dires, Hale a même montré une petite allée récemment bétonnée près de la maison des Crow. Cette explication semblait tout à fait plausible et n'a soulevé aucune question supplémentaire de la part des patrouilleurs, si bien que les enregistrements vidéo ont été archivés. Un point important que les enquêteurs ont manqué à l'époque était l'ampleur des travaux. Pour une petite allée de jardin, il fallait beaucoup moins de matériaux que la quantité de ciment qui a été découverte plus tard, coulée dans la cave. Une seule nuit et quelques allers-retours avec une brouette ne pouvaient pas suffire pour couler une si grande surface. Cela aurait nécessité plusieurs jours ou l'aide d'autres personnes. Cependant, au stade initial, les policiers n'ont pas prêté attention à cette incohérence. Pendant ce temps, Hale lui-même se comportait de manière calme et naturelle. Il discutait de temps en temps avec les voisins, participait aux conversations avec les patrouilleurs, se montrait attentionné et concerné, affichant une totale ouverture et une absence d'inquiétude. Son comportement n'a pas soulevé de questions de la part de l'enquête, car toute leur attention restait concentrée sur la piste de Mark. Quelques jours plus tard, les résultats de l'analyse en laboratoire sont tombés. L'analyse a montré que le ciment dans la cave de la maison des Crow avait été coulé sur plusieurs jours. Cela contredisait complètement les déclarations initiales de Hale, qui affirmait que les travaux n'avaient duré qu'une seule nuit, du 16 au 17 juillet, et ne concernaient qu'une petite section d'allée dans la cour. Suite à cela, les policiers sont retournés aux enregistrements vidéo précédemment ignorés. Désormais, les paroles et les actions de Hale, qui semblaient au départ naturelles et logiques, sont devenues la première piste sérieuse de l'affaire. Le mensonge du voisin a complètement changé la direction de l'enquête, faisant de Donald Hale la figure centrale autour de laquelle tous les événements principaux allaient bientôt se dérouler. Alors que les enquêteurs se concentraient entièrement sur la vérification de Mark et examinaient minutieusement sa possible implication dans l'affaire, Donald Hale se trouvait littéralement à quelques mètres de la scène du crime. Il continuait de vivre dans sa maison au numéro 114, située juste à côté de la maison des Crow, où la police scientifique recueillait des preuves cruciales. Au début, rien dans le comportement de Donald n'aurait pu éveiller les soupçons de la police. Il avait l'air d'un voisin tout à fait normal, manifestant sa sympathie face à la tragédie. Cependant, son comportement a progressivement pris des tournures étranges que l'enquête n'a pas remarquées immédiatement. Les agents qui travaillaient près de la maison des Crow se sont souvenus plus tard que Donald se comportait de manière trop désinvolte et même amicale pour la situation. Pendant que les experts sortaient des preuves de la cave, Hale s'est approché des policiers et a commencé à leur offrir du café, de l'eau et son aide si nécessaire. Un tel comportement, dans les premières heures de l'enquête, semblait être une manifestation naturelle de la sollicitude d'une personne inquiète pour ses voisins. Aucun des agents n'y a vu quoi que ce soit d'étrange et a même été reconnaissant pour ce geste amical. Cependant, plus tard, lorsque la police a examiné attentivement les témoignages, des détails troublants ont émergé. Des voisins ont noté que le jour de la découverte des preuves, Donald était resté presque continuellement à la fenêtre de sa maison, observant très attentivement le travail de la police scientifique. Ni les appels téléphoniques, ni les conversations avec d'autres voisins ne le détournaient de son observation. Il regardait calmement, sans manifester la moindre inquiétude, chaque mouvement des enquêteurs, comme s'il suivait le déroulement d'un scénario minutieusement préparé. Lorsque la police a terminé la première phase du travail et a commencé à sortir les preuves matérielles, Donald est de nouveau sorti de sa maison. Il s'est approché de l'équipe opérationnelle et a tranquillement demandé si Mark, le collègue de Matthew, avait déjà été arrêté.
À ce moment-là, l'enquête a considéré cela comme une question tout à fait naturelle d'une personne intéressée. Mais par la suite, c'est précisément ce détail qui a attiré l'attention particulière de la police. Le calme et l'assurance avec lesquels Hale posait cette question ont poussé les enquêteurs à s'interroger sur ses véritables motivations. Plus tard, les enquêteurs ont commencé à vérifier les déclarations de Donald plus en détail et ont remarqué un détail étrange. Lorsqu'il a été de nouveau invité pour un entretien et qu'on lui a demandé s'il avait accès à la maison de la famille Crowe, il a confirmé, avec un calme absolu et sans hésitation, qu'il avait le code du garage. Donald a expliqué cela simplement. Matthew lui avait lui-même donné le code pour que Hale puisse entrer et s'occuper des fleurs lorsque la famille était absente. À ce moment-là, ce détail a semblé à la police insignifiant et même utile, car il confirmait les relations de confiance entre les voisins. Ce n'est que bien plus tard qu'il est devenu clair que c'est précisément cette explication qui permettait à Donald d'entrer sans entrave dans la maison et de ne pas être remarqué. Dans le contexte du travail actif des enquêteurs sur la piste de Mark, l'assurance de Hale semblait tout à fait naturelle. Il ne montrait aucun signe de nervosité, n'évitait pas la communication et semblait être un témoin ouvert et consciencieux. C'est pourquoi son comportement n'a longtemps soulevé aucune question. Mais quelques jours plus tard, lorsque les enquêteurs ont reçu les premiers résultats sérieux des analyses de laboratoire et les ont comparés aux enregistrements des caméras vidéo, l'assurance et le calme de Donald ont cessé de paraître naturels. Les policiers ont soudain réalisé que le voisin n'observait pas simplement ce qui se passait, il contrôlait la situation. Il savait exactement que la police s'occupait de la mauvaise personne, et cela lui donnait un sentiment de sécurité totale. C'est alors que l'enquête a pour la première fois sérieusement envisagé que Donald Hale n'était pas simplement un voisin poli et inquiet, mais quelqu'un qui, pendant tout ce temps, observait attentivement et froidement la police s'engager sur une fausse piste. Ce détail a complètement changé la direction de l'enquête et a obligé à réexaminer tout ce qui était auparavant considéré comme évident. Le rapport du laboratoire Cornell sur les données mobiles de Mark a complètement changé la direction de l'enquête. Jusqu'à ce moment, la police avait de bonnes raisons d'examiner attentivement Mark. Il avait en effet une dette d'argent réelle envers Mathieu, ce que Mark lui-même a ouvertement admis lors de son premier interrogatoire. Il avait alors expliqué calmement qu'il était venu voir son collègue pour discuter du remboursement de l'argent. Aucune agressivité, selon lui, n'était apparue entre eux. C'est pourquoi les enquêteurs ont pris au sérieux les paroles de Donald Hale. Lors de sa conversation avec la police, Hale a mentionné très prudemment que peu de temps avant la disparition de la famille, il avait vu Mark et Mathieu discuter de quelque chose près de la maison. Il n'a pas ajouté de détails superflus et n'a pas tenté de dramatiser. La seule chose qu'il a notée, c'est que de l'extérieur, la conversation semblait tendue, peut-être liée à l'argent. La police a interprété cela comme une observation tout à fait normale. L'enquête n'avait aucune raison de douter de la sincérité de Hale. Cependant, plus tard, lorsque le rapport de l'opérateur de téléphonie mobile a été obtenu, la situation a pris une toute autre tournure. Selon les données techniques précises, dans la nuit du 15 au 16 juillet, le téléphone de Mark se trouvait à une centaine de kilomètres de Lancaster, chez ses parents. L'appareil se connectait régulièrement aux antennes relais, recevait activement des appels et des messages et se connectait également au Wi-Fi domestique. Ces informations excluaient totalement sa présence physique à la maison des Crowe au moment de leur disparition. Les enquêteurs comprenaient que jusqu'à présent, ils n'avaient pas de date et d'heure précise pour le crime. La famille avait simplement cessé de se présenter au travail et de répondre aux appels à partir de cette période. Les données techniques obtenues ont permis de lever complètement les soupçons pesant sur Mark. Il est devenu clair qu'il ne pouvait pas être impliqué dans ce qui était arrivé à la famille. Maintenant, une nouvelle question, bien plus complexe, se posait à l'enquête. Pourquoi Donald Hale avait-il alors désigné Mark ? Même en tenant compte de la prudence de son témoignage, la police avait pris ses paroles au sérieux et avait consacré toutes ses ressources à la vérification d'une seule piste.
Les enquêteurs ont décidé de réexaminer les détails des premiers entretiens avec Hale. En réexaminant les dossiers, les inspecteurs ont découvert un détail important. Depuis sa propriété, Donald ne pouvait physiquement pas voir et entendre clairement la conversation entre Mark et Matthew qui se déroulait dans la cour derrière une haute clôture. De plus, les caméras des maisons voisines ne pouvaient pas non plus confirmer ces observations, car leur angle de vue ne permettait pas de voir à l'intérieur de la cour. Mais lors du premier entretien, Donald avait parlé comme s'il avait observé cette rencontre avec une certaine assurance, bien que prudemment. Cela a poussé les enquêteurs à se demander si Hale avait pu voir ou entendre quoi que ce soit, ou s'il avait fait sa supposition délibérément. Progressivement, la situation s'est éclaircie. Il est devenu évident que le calme et la précision des déclarations de Donald n'étaient peut-être pas le fruit du hasard. Les enquêteurs ont commencé à percevoir son comportement différemment. Peut-être les avait-il délibérément et subtilement poussés à concentrer toute leur force sur Mark sans éveiller le moindre soupçon sur lui-même. Suite à cette découverte, les enquêteurs sont revenus à l'étude du comportement de Donald lui-même le jour où la police est entrée pour la première fois dans la maison des Crow. Sa manière de communiquer, sa disposition à offrir de l'aide, qui semblait au départ tout à fait naturelle, était désormais perçue comme une tentative méthodique et calme de contrôler le déroulement de l'enquête. À partir de ce moment, la police a commencé à voir Donald Hale sous un jour complètement différent. L'homme qui semblait être un témoin simple et calme apparaissait maintenant comme un manipulateur expérimenté, guidant habilement la police sur une fausse piste. Les enquêteurs ont décidé de changer complètement de stratégie d'enquête et d'étudier plus en profondeur toutes les informations disponibles sur Donald. Son passé, ses motivations, les moindres détails de son comportement, auparavant jugés insignifiants, pouvaient maintenant devenir la clé pour résoudre toute cette histoire. Après que l'enquête se soit entièrement tournée vers Donald Hale, la police est revenue sur d'anciennes preuves auxquelles on n'avait pas accordé une grande importance auparavant. L'une de ces preuves était l'enregistrement de la caméra de surveillance de la maison numéro 109, réalisée dans la nuit du 16 au 17 juillet. Initialement, ces images étaient perçues par la police comme un simple détail anodin, le comportement typique d'un voisin occupé à des tâches domestiques. Mais maintenant, après que son mensonge soit devenu évident, les enregistrements prenaient un sens tout à fait différent. Les enquêteurs ont décidé de revoir cet enregistrement vidéo de manière extrêmement détaillée, littéralement image par image. On y voyait comment, à 2h17 du matin précise, le portail du garage de la maison numéro 114 s'ouvrait. Hale est sorti prudemment dans la rue, poussant devant lui une brouette de construction manifestement très chargée. On pouvait le deviner à la lenteur et à la difficulté avec lesquelles il se déplaçait. Il ne se pressait pas et semblait contrôler soigneusement chaque mouvement. Donald a traversé la rue, est entré dans une ruelle étroite entre les maisons numéro 114 et numéro 112, puis a disparu du champ de vision de la caméra. Quelques minutes plus tard, il est revenu avec une brouette vide. Peu de temps après, il ressortait une brouette lourdement chargée et disparaissait à nouveau dans la ruelle. En 1h30, Donald Hale a répété ce cycle 6 fois, se déplaçant de manière mesurée, sans panique, comme s'il effectuait un travail domestique ordinaire. Au début, lorsque les patrouilleurs ont vu ces images pour la première fois, ils ont posé à Donald une question logique. Que faisait-il la nuit ? Hale a alors donné une explication rapide et calme qui semblait tout à fait plausible. Il a affirmé qu'il aidait Matthew à couler une nouvelle allée de jardin près de la maison des Crow. Selon lui, la chaleur de juillet pendant la journée ne permettait pas de travailler correctement avec le ciment. Le mélange séchait trop vite. C'est pourquoi ils avaient décidé de faire le travail la nuit pour obtenir un coulage lisse et de qualité. Lorsque les patrouilleurs ont vérifié la cour de la maison des Crow, ils ont effectivement trouvé une allée étroite, fraîchement coulée, menant du garage au portail. L'allée avait l'air vraiment neuve, les bords étaient encore clairs, sans fissures ni saleté. La police n'a eu aucune raison de douter de l'explication de Hale. À ce moment-là, cet épisode a été classé comme entièrement expliqué et ne suscitant aucun soupçon.
L'enregistrement a été archivé. Cependant, maintenant qu'il était clair que Donald avait menti au sujet de Mark et avait mis l'enquête sur une fausse piste, la police a décidé de vérifier minutieusement cette explication également. Les experts de la police scientifique sont retournés dans la cour de la famille Crowe pour réexaminer cette allée en béton de manière plus attentive. Les experts ont effectué une analyse détaillée de la composition du béton et l'ont comparé avec le matériau découvert précédemment dans la cave de la maison des Crowe. Les résultats ont montré une correspondance à 100%. Le même ciment, du même lot et coulé à peu près au même moment a été utilisé aussi bien dans la cave que dans la cour. Il est devenu évident que la nouvelle allée n'était pas une simple réparation fortuite, mais une partie du plan de Donald Hale, un alibi bien pensé qu'il avait préparé à l'avance pour détourner les soupçons. À ce moment, les inspecteurs ont remarqué une incohérence logique sérieuse. Les enregistrements ne montraient clairement que Hale se déplaçant dans la rue et entrant dans la ruelle entre les maisons, mais pour une raison quelconque, les caméras n'avaient pas enregistré son entrée directe dans la maison des Crowe ou dans leur cour. Cette incohérence a soulevé des questions chez la police, qui a décidé d'étudier la zone de couverture de la caméra. Après inspection, il est devenu clair que la caméra installée sur la maison numéro 109 ne couvrait qu'une zone de vision limitée. Elle était orientée de manière à voir clairement la rue et le début de la ruelle, mais l'entrée même de la cour des Crowe, ainsi que la porte latérale de la maison, restait complètement hors de vue. C'est grâce à cet angle mort que Donald a pu entrer tranquillement et sans risque d'être filmé sur la propriété des Crowe et mener ses actions sans être vu. Seul son trajet vers la maison était capturé, mais pas son intrusion à l'intérieur. Les enquêteurs ont mis ce fait en parallèle avec le comportement de Donald dans les premiers jours de l'enquête. Il a indiqué avec assurance l'allée à la police comme une preuve évidente de ses dires et a expliqué calmement pourquoi les travaux avaient été effectués de nuit. Il savait que la police n'avait aucun moyen de vérifier entièrement ses actions grâce aux caméras et l'allée fraîchement coulée correspondait parfaitement à sa version. Les experts de la police scientifique ont en outre effectué des calculs et des mesures. La masse de béton découverte sous le sol de la cave de la maison des Crowe correspondait parfaitement au volume de mélange de ciment qu'une seule personne aurait pu transporter en 6 trajets nocturnes enregistrés par la caméra. C'était une preuve irréfutable que Donald Hale, cette nuit-là, n'aidait pas du tout son voisin, mais dissimulait de manière planifiée et calculée les traces de son crime en transportant méticuleusement le ciment. La police a alors de nouveau rassemblé tous les faits. Les fausses déclarations de Donald sur Mark, l'alibi bien pensé de l'allée et l'enregistrement vidéo de ses activités nocturnes. Tous les détails s'assemblaient parfaitement en une seule image. L'homme que la police avait d'abord considéré comme un voisin fiable et calme était désormais perçu comme un manipulateur habile, guidant froidement l'enquête dans la mauvaise direction. Maintenant que le mandat était entre les mains de la police, il était évident que l'enquête approchait de sa phase finale. La maison de l'homme qui avait si habilement guidé la police sur de fausses pistes devait enfin révéler le principal secret de la disparition de la famille Crowe. Les inspecteurs se préparaient à entrer dans la maison de Donald Hale, sachant qu'après cette étape, ils n'auraient plus le droit à l'erreur. Le 8 août 2023, à 6h15 du matin, des voitures de police se sont arrêtées devant la maison numéro 114 où résidait Donald Hale. Le mandat de perquisition a été officiellement exécuté. Donald a ouvert rapidement la porte aux agents comme s'il attendait leur arrivée, bien que l'expression de son visage trahisse la confusion et l'inquiétude. Il s'efforçait de rester aussi calme que possible, sans émotion superflue, répétant qu'il était tout à fait disposé à aider la police et qu'il ne comprenait pas pourquoi une perquisition était nécessaire chez lui. L'équipe opérationnelle s'est divisée en plusieurs groupes et s'est immédiatement mise au travail pour inspecter simultanément différentes zones de la maison. La première zone fut le garage. Les enquêteurs ont minutieusement examiné chaque étagère et chaque recoin. Bientôt, l'attention des experts de la police scientifique a été attirée par des outils de construction. Des spatules et de petites truelles sur lesquelles des restes de mélange de ciment séché étaient encore visibles.
Compte tenu des récentes découvertes dans la maison de la famille Crowe, les outils ont été soigneusement emballés et envoyés au laboratoire pour expertise, afin de confirmer définitivement leur lien avec le béton trouvé dans la cave de la famille disparue. Pendant ce temps, un autre groupe inspectait la cuisine. Toute la pièce était impeccablement propre, presque stérile. Cependant, dans l'évier, les experts ont remarqué un objet étrange, une simple fourchette en métal qui ne correspondait en rien à l'ensemble. Après l'avoir comparée à tous les services de couvert de la maison, les enquêteurs ont conclu que la fourchette n'appartenait pas à Hale. Ce petit objet a rapidement pris une importance particulière, car il pouvait directement indiquer la présence de quelqu'un d'autre dans la maison de Donald, ou, au contraire, son séjour dans une autre maison. La fourchette a été immédiatement saisie pour y rechercher de l'ADN et des empreintes digitales. Elle, lui-même, suivait attentivement les événements, essayant de garder un calme apparent, mais à chaque nouvelle découverte, il semblait de plus en plus tendu. Il posait fréquemment aux agents des questions répétitives sur ce qu'ils cherchaient et pourquoi chez lui, mais les policiers répondaient de manière évasive, sans révéler les détails de l'enquête. Sa nervosité augmentait, il ne cachait plus son inquiétude, regardant de plus en plus souvent autour de lui et contrôlant constamment les actions des policiers. L'attention principale était concentrée sur la chambre à coucher, située au 2e étage de la maison. Là, un groupe d'enquêteurs a commencé l'inspection méthodique des meubles et des effets personnels de Donald. En vérifiant la table de chevet, l'un des agents a découvert un tiroir supérieur dont le contenu a instantanément changé le cours de toute l'enquête. À l'intérieur du tiroir, soigneusement disposés et enveloppés dans du tissu, se trouvaient des objets personnels qui n'appartenaient manifestement pas au propriétaire de la maison. La première découverte, une boucle d'oreille en argent solitaire qui, selon les premières informations, pouvait appartenir à Elizabeth Crowe. Ensuite, l'enquêteur a délicatement sorti une petite photo amateur sur laquelle figurait Sarah Crowe. C'était précisément cette photo qui, comme l'avait précédemment rapporté l'ami d'Elizabeth, avait disparu de leur maison peu de temps avant la disparition de la famille. L'objet suivant était un tube de rouge à lèvres, d'une marque et d'une couleur connue, identique à celui qui avait été déclaré manquant par Elizabeth. Cependant, la preuve la plus importante était une petite caméra électronique de babyphone, emballée séparément. Les experts ont rapidement confirmé le numéro de série de l'appareil. C'était la même caméra vidéo qui avait disparu de la maison des Crowe quelques semaines avant la tragédie. Lorsque les policiers ont informé Hale de ce qu'ils avaient trouvé, il a cessé de garder son calme apparent et a commencé à se justifier. Il a affirmé qu'il voyait ces objets pour la première fois et a même suggéré qu'on aurait pu les placer là intentionnellement pour mettre l'enquête sur une fausse piste. Donald assurait aux policiers qu'on essayait de le piéger, mais cette version semblait extrêmement improbable, compte tenu de la situation et de la manière dont les objets trouvés étaient soigneusement cachés. Malgré la réaction vive du suspect, les enquêteurs ont remarqué que ses paroles ne semblaient pas convaincantes. Au contraire, les justifications et la nervosité de Donald confirmaient les soupçons au lieu de les dissiper. La police disposait désormais d'un ensemble concret de preuves liant Hale à la famille disparue. Chaque objet trouvé prouvait que le suspect avait eu accès d'une manière ou d'une autre aux effets personnels de la famille Crowe bien avant qu'il ne cesse de donner des nouvelles. Cependant, les enquêteurs savaient que leur enquête n'était pas encore terminée. Pour le moment, les corps découverts précédemment sous le béton dans la cave de la maison de la famille Crowe n'avaient pas été officiellement identifiés. Les policiers ne pouvaient que supposer à qui ils appartenaient. Mais maintenant, après les découvertes dans la maison de Hale, la certitude que la famille disparue avait bien été assassinée s'était considérablement renforcée. Une nouvelle étape de l'enquête s'ouvrait maintenant pour la police, visant à l'identification définitive des restes et à la confirmation du lien direct du suspect avec le crime. Ce qui semblait impossible quelques jours auparavant était devenu évident. Donald Hale n'était plus un simple témoin ou un voisin tranquille. Ses actions, les preuves trouvées et son comportement indiquaient que l'enquête était entrée dans sa dernière ligne droite.
Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il ne restait plus qu'à confirmer ce que les policiers considéraient déjà comme une évidence. Donald Hale, qui s'est retrouvé au centre de l'attention de la police, semblait jusqu'au dernier moment être un habitant tout à fait ordinaire de Lancaster. Mais après les dernières découvertes, les enquêteurs ont commencé à examiner son passé plus attentivement. Au moment de l'enquête, Donald avait 43 ans. Il n'avait jamais été marié, vivait seul et n'entretenait pas de liens étroits avec ses voisins. La maison numéro 114 lui venait de ses parents, et depuis, il menait une vie retirée, sans conflit notable avec son entourage. Hale travaillait comme homme à tout faire, changeant souvent d'emploi, sans jamais rester longtemps au même endroit. Cependant, en vérifiant les archives, une plainte oubliée d'une voisine, datant de 2021, a refait surface. La femme avait déclaré avoir remarqué à plusieurs reprises Donald le soir près de ses fenêtres et était convaincue qu'il l'observait. La police n'avait alors trouvé aucune preuve, la plainte avait été classée et on l'avait vite oubliée. Maintenant, après la découverte des effets personnels de la famille Crowe dans la chambre de Hale, cette affaire prenait une toute autre signification. La boucle d'oreille solitaire, la photo de Sarah, le tube de rouge à lèvres et surtout la caméra vidéo témoignaient du fait que Donald ne se contentait pas d'observer, mais collectionnait une sorte de trophée, ce qui confirmait le profil psychologique d'une personne ayant une obsession malsaine pour la vie des autres. Les consultants en criminologie ont confirmé. Un tel comportement est typique des personnes qui commencent par une observation discrète, puis se rapprochent progressivement de leurs victimes et collectionnent des objets personnels. C'est probablement selon ce scénario que les actions de Hale se sont développées. Ainsi, l'épisode d'il y a 2 ans ne semblait plus être un hasard. Pour l'enquête, Donald avait définitivement cessé d'être un simple témoin. Les policiers comprenaient que l'enquête était entrée dans une nouvelle phase et qu'ils avaient affaire à une personne qui avait franchi les limites de manière planifiée et consciente. Le 9 août 2023, à 14h30, Donald Hale a été conduit au poste de police pour un interrogatoire officiel. Les enquêteurs avaient préparé à l'avance les éléments du dossier, y compris les preuves clés susceptibles de confirmer définitivement son implication. Lorsque l'interrogatoire a commencé, Donald semblait calme, bien qu'abattu. Il s'est assis en face des inspecteurs et a regardé droit devant lui, évitant tout contact visuel direct. Son comportement a immédiatement montré qu'il avait choisi de garder le silence et n'avait pas l'intention de coopérer avec l'enquête. La première preuve était l'enregistrement de la caméra de surveillance de la maison numéro 109. On y voyait clairement Hale transporter à plusieurs reprises un lourd mélange de construction en direction de la maison de la famille Crowe. Les experts ont confirmé la correspondance du matériau de son garage avec le béton découvert dans la cave de la maison voisine. Donald n'a pas dit un mot, se contentant de regarder attentivement l'écran. Ensuite, les inspecteurs ont présenté le rapport de l'opérateur mobile concernant le téléphone de Mark, le collègue de Matthew. Il confirmait que Mark était loin de Lancaster la nuit de la disparition de la famille et ne pouvait pas être impliqué dans ces événements. Par conséquent, les paroles de Hale sur un conflit entre les collègues se sont avérées être un mensonge. Donald a légèrement froncé les sourcils, mais n'a toujours rien répondu. Les enquêteurs ont continué et ont présenté des photos des objets personnels trouvés chez Hale. Les clichés montraient clairement la boucle d'oreille, la photo de Sarah, le tube de rouge à lèvres et la caméra vidéo de la maison de la famille Crowe. La police a souligné que tels objets ne pouvaient pas se retrouver accidentellement dans sa chambre. Donald a semblé se crisper intérieurement, mais n'a de nouveau réagi par aucun mot. La dernière preuve était la fourchette trouvée dans l'évier de la cuisine du suspect. Les enquêteurs ont expliqué que la fourchette n'appartenait à aucun des services de couvert présents chez Hale. Des traces biologiques étrangères y avaient déjà été détectées de manière préliminaire et envoyées pour une analyse détaillée. Cela pouvait confirmer son lien avec la maison de la famille Crowe. Hale semblait un peu agité, mais a de nouveau préféré se taire.
Cependant, malgré toutes les preuves présentées, Donald Hale a continué à éviter poliment de répondre. Il ne posait pas de questions, n'essayait pas de se justifier et ne réagissait pas aux paroles des enquêteurs. Les inspecteurs ont essayé plusieurs approches, de la pression aux appels directs à la coopération, mais rien n'a fonctionné. Hale est resté absolument indifférent à tout ce qu'on lui montrait. Les enquêteurs comprenaient que chaque preuve était importante en soi, mais que seule leur accumulation pouvait garantir le caractère irréfutable de l'accusation. L'enregistrement avec la brouette, le mensonge sur Mark, les effets personnels de la famille trouvés chez lui et les traces biologiques sur la fourchette formaient ensemble une base de preuves solide. C'est la combinaison de ces preuves qui pouvait finalement briser le silence de Hale. L'interrogatoire a duré plusieurs heures, mais la police n'a pas réussi à obtenir de lui une réaction ou un aveu. Il ne restait plus à l'enquête qu'à attendre les résultats finaux des expertises, qui devaient confirmer et consolider les preuves déjà trouvées. Les enquêteurs savaient que ce n'est qu'après cela que le silence de Donald Hale perdrait tout son sens. Le matin du 12 août 2023, les résultats de l'expertise ADN sont arrivés du laboratoire. Le rapport a été immédiatement transmis à l'inspecteur principal qui dirigeait l'enquête. Le silence régnait dans le bureau. Les enquêteurs attendaient en silence l'annonce des résultats. Tous comprenaient que c'est à ce moment précis que l'affaire de la famille Crowe prendrait une direction claire. Au centre de l'attention se trouvait de nouveau cette fameuse fourchette, retrouvée dans la maison de Donald Hale. Au début, personne ne lui avait accordé une grande importance, mais maintenant, l'expertise a changé le cours de l'enquête. D'abord, les experts de la police scientifique ont confirmé que des restes de nourriture avaient été trouvés sur la fourchette. Ces particules correspondaient entièrement à la tarte laissée dans la maison de la famille disparue. Il ne faisait désormais plus aucun doute que le couvert appartenait à la famille Crowe. Ensuite, le rapport indiquait que des traces biologiques mixtes avaient été conservées à la surface de la fourchette. Le profil génétique de ces traces correspondait entièrement à l'ADN de Donald Hale. De plus, les experts ont découvert sur le manche de l'ustensile des empreintes digitales claires de Matthew Crowe. Ainsi, il était irréfutablement prouvé que Hale avait touché la fourchette de la maison de ses voisins disparus après que la famille ait cessé de donner des nouvelles. Les experts ont immédiatement précisé qu'il était impossible de déterminer l'heure exacte de l'apparition des traces biologiques, mais le simple fait de trouver une fourchette étrangère dans la maison de Hale confirmait sans équivoque sa présence dans la maison de la famille après leur disparition. Cette information est devenue un tournant pour l'enquête. Immédiatement après avoir reçu le rapport, les inspecteurs ont convoqué Hale pour un nouvel interrogatoire. Lorsqu'on lui a communiqué les résultats de l'analyse, son comportement n'a pas changé. Donald a continué de se taire, ne réagissant en aucune manière aux faits présentés, n'essayant ni de contester ni d'expliquer quoi que ce soit. Les enquêteurs s'étaient déjà habitués à sa tactique de silence, et maintenant, elle ne faisait que confirmer qu'il n'avait rien à objecter. La police possédait désormais un ensemble de preuves irréfutables. Les enregistrements vidéo des trajets nocturnes avec la brouette, les outils avec des traces de ciment, les effets personnels de la famille trouvés dans la chambre de Hale, et enfin, la fourchette avec ses traces biologiques. Tout cela formait une image unique et convaincante. Il ne restait plus qu'une étape à l'enquête, la confirmation officielle que les restes trouvés dans la cave appartenaient bien à la famille Crowe. Ce n'est qu'après cela que l'enquête pourrait être définitivement close, mettant un point final à une affaire qui avait secoué tout Lancaster. Le soir du 12 août 2023, les enquêteurs ont de nouveau invité Donald Hale à une conversation. Cette fois, l'atmosphère était différente. Il semblait tendu, sans son masque habituel de calme, et a pris place en face des inspecteurs, comme s'il attendait la fin du combat. Hale a raconté qu'il observait la famille Crowe depuis le mois de mai. Il notait leurs moments du quotidien, le retour du travail, les dîners en famille,
les rires des enfants sur la pelouse, des scènes qui lui manquaient. Cette observation s'est progressivement transformée en un sentiment d'envie. Il voyait dans la vie des autres ce qu'il avait lui-même perdu ou n'avait jamais eu, la stabilité, l'attention, la compréhension mutuelle. Il a avoué être entré dans la maison en utilisant le code du garage que Mathieu lui avait confié. Au début, cela ressemblait à une expérience. Il voulait simplement ressentir le quotidien des autres de l'intérieur. Puis, il a commencé à prendre de petits objets, une boucle d'oreille, une photo, du rouge à lèvres et la caméra, non pas pour le gain, mais comme des symboles de la vie qu'il voulait avoir. Pour lui, ces objets étaient un pont vers le monde des autres. Le 15 juillet, il s'est de nouveau retrouvé à l'intérieur de la maison de la famille Crowe. Il a déclaré qu'il n'avait rien prévu à l'origine, mais que la situation avait échappé à son contrôle. Un conflit a éclaté entre lui et Mathieu, qui est devenu le point de non-retour. Il est monté à l'étage, où se trouvaient Elisabeth et Sarah, et a agi de manière impulsive, sans plan préétabli. S'arrêtant dans son récit, il a noté qu'il ne pouvait pas partir sans avoir terminé ce qu'il avait commencé. Il s'est assis à la table, où restait une tarte coupée, a pris une fourchette et l'a emportée avec lui, comme un souvenir de son passage dans la maison. Interrogé sur ses motivations, Hale a parlé brièvement. La raison était la peur de ne pas avoir sa place, de ne pas avoir la vie qu'il voyait chez les autres. L'envie, selon lui, l'a poussé à une action qu'il n'a pas pu arrêter lui-même. Après cet aveu, les enquêteurs n'ont plus eu de doute sur la culpabilité de Hale. Son récit, étayé par les preuves, et son comportement, formait qu'une image cohérente. La tâche de la police était maintenant de reconstituer la séquence des événements de la nuit du 15 juillet, étape par étape, pour révéler enfin comment un voisin ordinaire est devenu la figure centrale d'une tragédie. Ce jour-là, le 15 juillet 2023, la famille Crowe est rentrée chez elle vers 19 h. Ils ont passé une soirée ordinaire, sans s'attendre à rien d'inhabituel. Mais cette fois-là, Donald Hale, leur voisin, s'est de nouveau introduit dans la maison vers 22 h, en utilisant le code du garage que Mathieu lui avait donné auparavant. Donald s'était déjà introduit secrètement chez ses voisins à plusieurs reprises, mais cette fois, sa visite était motivée par l'anxiété. Quelques jours plus tôt, il avait appris qu'Elisabeth avait remarqué la disparition de la caméra du babyphone, qu'il avait volée auparavant sans raison particulière. Donald l'avait prise de manière impulsive, plus par curiosité que par calcul. Maintenant, il craignait que cette disparition ne suscite les soupçons de la famille et a décidé de remettre discrètement la caméra dans le garage pour faire croire que l'objet s'était simplement perdu au milieu de vieux outils. Vers 22 h 20, alors que Hale était déjà dans le garage et essayait prudemment de laisser la caméra en évidence, la porte s'est ouverte brusquement. Mathieu, ayant entendu un léger bruit en bas, était descendu pour vérifier ce qui se passait. En voyant son voisin dans le garage avec la caméra à la main, Mathieu a immédiatement exigé des explications, menaçant d'appeler la police. Donald a paniqué, réalisant que la situation lui échappait complètement. Au cours du conflit qui a éclaté instantanément, à 22 h 25, le premier meurtre a eu lieu. Après cela, Donald est monté à l'étage. Elisabeth, à ce moment-là, était déjà inquiète et était sortie pour voir ce qui s'était passé. Ne lui laissant pas le temps de donner l'alerte, Donald a agi rapidement et impulsivement. Ensuite, il s'est dirigé vers la chambre de Sarah. Vers 23 h, la maison était de nouveau plongée dans un silence complet. Hale est resté un court instant dans la cuisine, a fini un morceau de tarte qui se trouvait sur la table et a pris la fourchette, qui est devenue plus tard une preuve importante. Cet acte a été interprété par l'enquête comme une manifestation éclatante de son obsession maladive pour la vie de la famille Crowe. Hale lui-même a avoué plus tard que c'est à ce moment-là qu'il a ressenti un sentiment de pouvoir total sur la vie d'autrui, dont il avait si longtemps rêvé. Dans la nuit du 16 juillet, vers 2 h du matin, Donald a commencé à dissimuler les traces du crime. Les caméras de la maison voisine numéro 109 ont enregistré comment, à 2 h 17, il sortait de son garage une brouette avec des sacs de ciment et se dirigeait vers la maison des Crowe.
L'enquête a confirmé par la suite que la quantité de ciment était suffisante précisément pour couler le sol de la cave. Avant les événements tragiques, Donald avait effectivement aidé Matthew à couler une petite allée près de la maison des Crow. Il a maintenant décidé d'utiliser ce travail passé comme un alibi plausible si les voisins ou la police commençaient à poser des questions sur ses activités nocturnes avec le ciment. Vers 4 heures du matin, Hale a commencé à couler le sol de la cave. Il a agi de manière méthodique et minutieuse, camouflant le béton frais avec de la saleté et de la peinture pour lui donner l'apparence d'un vieux revêtement. Les experts de la police scientifique ont par la suite noté la grande qualité de ce travail. Le matin du 17 juillet, toutes les opérations de dissimulation étaient terminées. Donald est rentré tranquillement chez lui, croyant n'avoir laissé aucune trace susceptible de le trahir. L'enquête disposait désormais de toutes les preuves nécessaires, ainsi que des aveux de Donald Hale lui-même. Il ne restait plus à la police qu'à formaliser les dossiers pour clore définitivement l'enquête. Pour tous, il était déjà évident que la cause de la tragédie était l'obsession maladive de Donald pour la vie des autres, qui l'a poussé à commettre ces actes fatals. Le procès de Donald Hale a débuté le 3 octobre 2023 au tribunal de district de Lancaster. Pour cette petite ville, ce fut un événement important et pénible, bien que l'affaire soit restée presque inaperçue en dehors du comté. Le procureur a présenté de manière séquentielle et claire les preuves clés. Le tribunal a entendu le rapport des experts sur l'utilisation du géoradar lors de l'inspection de la cave où les restes de la famille ont été retrouvés sous une couche de béton. Ensuite, les jurés ont visionné les enregistrements de la caméra montrant Hale transportant du ciment de sa maison à celle des Crow pendant la nuit. L'accusation a également présenté la tentative de Donald de faire porter les soupçons sur Mark, le collègue de Matthew. Cette version s'est rapidement effondrée face à l'alibi confirmé par l'enquête. Les effets personnels de la famille Crow, retrouvés dans la chambre de Hale, ont définitivement confirmé son obsession maladive pour la vie de ses voisins. La dernière preuve fut l'analyse ADN de la fourchette découverte dans la cuisine de la maison de Hale, sur laquelle se trouvaient les traces des 2 hommes. Cela indiquait sans équivoque sa présence dans la maison des victimes immédiatement après le crime. Cependant, Hale lui-même n'a pas nié sa culpabilité et n'a pas tenté de se défendre. Pendant le procès, il est apparu abattu, presque brisé. Donald a reconnu que la tragédie s'était produite de manière impulsive et a répété à plusieurs reprises qu'il n'avait pas prévu une telle issue et qu'il regrettait profondément ce qui s'était passé. Il a assumé l'entière responsabilité, sans demander de clémence. Les jurés sont rapidement parvenus à une décision unanime. Donald Hale a été reconnu coupable des 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Le tribunal a prononcé la peine la plus sévère possible, 3 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les habitants de Lancaster ont accueilli le verdict comme l'issue attendue d'un procès difficile, comprenant que la justice avait été rendue, mais qu'il était impossible de ramener ce qui avait été perdu. La maison du 112 Parkview Drive est restée vide pendant plusieurs mois. Les proches de la famille Crow l'ont mise en vente, mais personne n'a osé acheter le bâtiment devenu le lieu d'une tragédie. Les voisins essayaient d'ignorer la maison, devenue pour eux un rappel constant de ce qui s'était passé. Finalement, les habitants du quartier ont adressé une pétition à la municipalité pour demander la démolition du bâtiment. Les autorités de la ville ont accepté. En février 2024, la maison a été démolie, le terrain a été remblayé et ensemencé d'herbe. C'est maintenant un simple terrain vague, et plus rien ne rappelle ce qui s'est produit. L'affaire LPD 2344-19 est officiellement close. Donald Hale a été reconnu coupable. Toutes les preuves confirment sa culpabilité et son mobile, l'envie et l'obsession pour la vie de ses voisins. Une seule question est restée sans réponse. Pourquoi précisément le 15 juillet? À cela, Hale a répondu brièvement « Je ne sais pas ».
Ainsi est restée une ligne vide dans le dossier que l'enquête avait entièrement résolu.